C'est l'heure. On va enlever nos masques le temps de la conférence. Ça sera plus simple pour que les voix portent et que vous puissiez nous entendre. Donc, bienvenue. Donc, moi, je suis Thierry Vernier, je serai l'animateur de la conférence. Et je vais laisser nos intervenants se présenter, chacun à leur tour, en 1 minute. Pour introduire le sujet, simplement, tous ceux qui sont plus ou moins en lien avec l'informatique, vous connaissez ça par cœur. C'est-à-dire plus l'informatique devient simple pour l'utilisateur, plus elle est compliquée pour les développeurs. Donc on retrouve dans l'informatique des interfaces numériques interactives de plus en plus partout. Elles sont de plus en plus simples à utiliser et donc on a de plus en plus besoin de développeurs. Et il y a une tension qui est énorme sur ces marchés. Si certains d'entre vous travaillez dans des sociétés d'informatique, vous voyez bien comment c'est compliqué de recruter. Et le no-code arrive en ayant cette promesse de dire en fait, on peut faire des choses sans être forcément développeur. Et on peut faire des choses assez sympas. Alors, on va voir jusqu'où on peut aller. Et on va voir si effectivement, le no-code est à la hauteur de cette promesse-là et des enjeux qu'il y a derrière. Donc, je vais laisser mes intervenants se présenter parce que vous êtes venus surtout les écouter eux et pas moi. Donc, dans l'ordre, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous, je suis Martin Rochon, je dirige une entreprise experte dans les travaux d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et je suis client Allegria, donc client d'une solution no-code. Donc je viens, même si j'ouvre le bal, plutôt pour témoigner et faire du retour client sur les solutions no-code. Bonjour à tous, moi c'est Christelle Curcio, donc je suis cofondatrice de l'agence Allegria Tech. Rendez-vous dans l'auditorium Pasteur pour la plénière Data Sharing, l'union fait la force. Donc on est une agence créatrice de solutions digitales au sens large, donc applications web, applications mobiles, CRM, ERP, site e-commerce, marketplace. Donc on fait tout ce genre de solutions, multi-outils. Donc voilà, je pense que c'est déjà bien. Bonjour, donc moi Nicolas Marzin, en fait, je dirige le lab innovation en fait, au sein de TIBCO Software, qui est un éditeur américain dont la mission en fait est d'aider nos clients à tirer parti de leurs informations en temps réel, leurs données en temps réel, pour prendre des décisions meilleures et plus rapides avec de l'analytique, de l'intégration et un petit peu de tout. Juste petite importance, combien de collaborateurs? 5000 dans le monde, c'est ça? Nous sommes 5200 en France environ. Merci. Bonjour à tous, donc moi Florian Dordain, je suis dirigeant de la société Tesseract Solutions et nous notre ambition ça va être de démocratiser l'usage de la robotique industrielle grâce à une solution no-code qui s'appelle Caméléon et qui va permettre de programmer plusieurs marques d'équipements, donc bras robots, préhenseurs, capteurs, actionneurs, etc. Et tout ça sans aucune ligne de code. Bonjour, Vincent Tavonekam, j'ai 20 ans d'expérience en informatique et génie mécanique et aidé de plusieurs partenaires dans le monde comme la General Electric, Hewlett-Packard Enterprise, Advantech, etc. On a fabriqué une solution qui consiste à vulgariser l'industrie 4.0 pour montrer ce que c'est rapidement en moins de 2 minutes. Donc on est vraiment sur les usages. En moins de 2 minutes, on arrive à montrer, présenter quelque chose qui n'est pas palpable habituellement et transparent à l'œil nu. Et on a réalisé cette prouesse avec de nombreux partenaires. Et on utilise du no-code, low-code également sur plusieurs parties de ce projet, puisque l'idée, c'est vraiment de rendre accessible la technologie qui, habituellement, l'industrie 4.0 est très complexe. Voilà, sans citer les gros mots comme la blockchain, l'IoT, le cloud computing, etc. C'est trop compliqué. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors Christelle, vous m'avez dit qu'Allegria a recensé à peu près 6000 technos de no-code. 600, pardon. 600. Je me trompe de 0. 600 technos de no-code, mais c'est déjà énorme, c'est pour ça que je me trompe. Je trouve ça incroyable. Alors lesquels utilisez-vous chez vos clients et sur quels critères se base le choix d'utilisation? Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'outils no-code. On peut même parler de jungle d'outils no-code. Chez Allegria, on a monté une cellule innovation avec un groupe de personnes qui sont vraiment dédiées à l'étude de tous ces outils pour justement définir des critères. Donc on a une grille d'évaluation de critères pour juger de ces outils.
que ce soit de l'accessibilité, de la sécurité, des fonctionnalités qui sont possibles, du tarif aussi, et de qu'est-ce que l'outil permet de faire. Juste un chiffre, il y a à peu près un outil par jour no-code qui débarque sur Product Hunt, ce qui est vraiment énorme. Et en plus de ça, les mises à jour de ces outils sont assez fréquentes. La roadmap de ces outils et les fonctionnalités de ces outils évoluent constamment. Donc nous, on veille vraiment à tout ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on part du besoin de nos clients et on construit autour de ce besoin pour sélectionner justement les outils qui correspondent en fonction des critères cités justement. Merci beaucoup. Florian, vous travaillez avec un laboratoire de psychologie cognitive. Alors, sur les enjeux du no-code, moi, ça m'a beaucoup intéressé quand on en a parlé, mais vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait appel à un laboratoire ? Oui, tout à fait. Tout simplement, en tant qu'ingénieur, nous, notre objectif, c'est vraiment de simplifier la programmation d'un bras robot industriel. Et donc, en tant qu'ingénieur, on n'est pas les mieux placés pour définir qu'est-ce que la simplicité. Souvent, on a fait 5 ans d'études et on a vraiment de l'appétence pour tout ce qui est complexe. Et on aime bien faire des choses aussi compliquées. Donc, on a fait appel à un laboratoire de psychologie cognitive pour qu'il nous aide à définir qu'est-ce que c'est la simplicité. Est-ce qu'une solution no-code est simple ou pas? Parce que je peux avoir 0 ligne de code, mais inventer un système avec plein de symboles dans tous les sens et ce sera simple pour personne. Donc l'idée, c'était de dire, OK, qu'est-ce que c'est la simplicité et comment on va mesurer qu'une solution est réellement simple quand on est ingénieur et qu'on a finalement tout ce background technique. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à un laboratoire de psychologie cognitive qui nous aide à définir qu'est-ce que la simplicité, et donc ils vont mesurer la charge mentale nécessaire pour programmer un système. Et si la charge mentale nécessaire est basse, le système est simple. Si elle est haute, le système n'est pas simple. Merci. Alors, Nicolas, c'est pour ça que je précisais combien vous étiez chez TIBCO. Parce qu'avec 5000 collaborateurs, on se dit non, mais les développeurs, vous en avez autant que vous voulez, quoi. Pourquoi vous êtes venu sur le no-code chez TIBCO? Alors, d'abord, on est éditeur de logiciels, donc nous-mêmes, on fait partie des 601e peut-être solution de no-code. Pourquoi en fait la philosophie de TIBCO, ça a toujours été le zéro coding en fait, c'est-à-dire qu'on fournit, peut-être on reviendra là-dessus sur la différence entre le low-code, no-code, mais en gros, on fournit des environnements qui permettent de développer des applications pour les transformations digitales en fait de nos clients. Et donc ça a toujours été quelque part une philosophie. Alors maintenant, ce qu'on veut vraiment, c'est augmenter les personas en fait, qu'on peut adresser chez nos clients, qui historiquement sont plutôt des architectes, des gens assez techniques. Donc si on regarde sur la partie analytique, ça va être aussi des business analysts, ça va être des data scientists. Et on a voulu aller au-delà en disant est-ce qu'on ne pourrait pas aller faciliter en fait, l'usage de ce genre d'application ou la création de ce genre d'application pour aller beaucoup plus loin en fait. Donc je donnerai peut-être, je ne sais pas si vous voulez que je donne des exemples maintenant, mais c'est par exemple, on travaille avec un hôpital qui utilise nos solutions d'analyse de données en fait, pour faire de l'analyse de parcours patients, pour observer en fait, les patients cancer en fait, qui ont un diagnostic court et ceux qui ont un diagnostic long. Et en fait, l'idée, c'était quelle est l'étape d'après? Est-ce que je ne pourrais pas créer une petite application qui permet de remonter en fait, certains patients à des docteurs en fait, pour qu'ils puissent aller faire le suivi? Donc en fait, c'est un exemple en fait, de clients qui utilisent les solutions TIBCO et qui, en 1 heure de temps, en fait, on lui a appris à réaliser cette petite application, le tout dans une plateforme SaaS en fait, complètement vraiment simple à utiliser. D'accord, merci. Et alors, quel avantage apporte le no-code? Parce qu'on a évoqué effectivement que ça simplifie les compétences en termes de développement qu'il faut mobiliser, mais du coup, le temps qu'on passe pas en développement, ça veut dire qu'on le passe plus sur l'UX, on le passe plus sur les fonctionnalités, la partie fonctionnelle client. Et en sous-jacent à cette question, c'est quoi la différence entre le no-code et le low-code? Alors, il y a 2 questions en une, je suis d'accord, mais je vous laisse répondre. Qui veut la parole? Alors, par rapport à du no-code et low-code, le no-code, c'est vraiment quelqu'un qui peut programmer comme la solution Tesseract qui s'appelle Camelon, qu'on utilise. Nous, on est le client. Moi, j'y connais rien en robotique, donc j'ai besoin d'utiliser une solution
pour mon projet pédagogique pour quelqu'un qui ne connaît rien. Donc je prends des blocs, je ne programme rien du tout. Donc j'ai même fait un test avec mon enfant qui a 14 ans. Il est venu au stand, il a programmé et le robot s'est mis à bouger, etc. Ça, c'est du no-code. Pour un enfant, 14 ans, ça fonctionne. Le low-code, j'ai un background de développeur. Parfois, on est frustré. On aimerait aller plus loin. On aimerait utiliser d'autres fonctionnalités qui ne sont pas là par défaut. Donc, on aimerait bien débrayer ces fonctionnalités pour aller rajouter un tout petit bout de code par-ci ou un petit peu de code par-là. C'est ce que l'on retrouve dans l'industrie 4.0, notamment dans le cloud computing, sur l'Internet des objets connectés dans le cloud. Avant, il fallait faire plein de code partout. C'était un plat de spaghettis. Maintenant, on arrive via des architectures, on appelle microservices, on découpe en tout petits bouts, et chaque petit bout, c'est des petits bouts de code. Et donc, le métier du développeur a évolué. Globalement, avant, il fallait avoir la grosse méga-tête pour comprendre, avoir la vision globale, être architecte, etc. Maintenant, malheureusement pour mon métier, l'intérêt est un peu plus faible parce qu'on va se concentrer sur un petit bout ici, un petit bout ici, voire même plusieurs personnes peuvent travailler. Donc là, c'est du low-code. Voilà. Ok, merci. Et alors, Christelle, le no-code, ça apporte quoi? Oui, justement, pour répondre à ta première question, je dirais qu'il y a 4 avantages principaux dans l'utilisation du no-code. Le premier, c'est que l'implémentation prend beaucoup moins de temps. On est sur des temps à la fois de conception, d'implémentation beaucoup plus réduits. Bien sûr, ça dépend complètement du scope du projet. Un projet très très complexe qui mérite de s'attarder sur les fonctionnalités et les enjeux même du métier, ça restera compliqué, ça c'en est certain. Mais ça reste néanmoins beaucoup plus court en temps d'implémentation dans les outils no-code. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher. On est sur du entre 2 et on a même fait du 10 fois moins cher parfois comparé à des solutions complètement développées. Donc là, pareil, ça dépend de la solution. Est-ce que c'est un site e-commerce? Moi, j'ai un ami, par exemple, qui a son agence de développement et qui fait des sites e-commerce. Et il me dit, moi je suis incapable de te faire un site e-commerce à moins de 50 000 euros parce qu'en fait il recrée tout, à chaque fois il redéveloppe tout. Quand nous on est capable d'en faire pour beaucoup moins cher. Moi j'ai même fait un site e-commerce en 8 heures une fois, donc ça peut vraiment aller très 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 vite. Ce qui n'empêche pas bien sûr le cadrage du projet en amont. C'est vraiment la clé pour un projet réussi. Ensuite, il y a le côté personnalisation. C'est-à-dire que dans le no-code, on est libre de faire des choses qui se calent aux besoins du client, de l'utilisateur. Par exemple, on avait un de nos premiers clients, c'était un cabinet d'avocats, et on lui a créé un CRM. Mais ce dont il avait besoin, c'était de savoir quels étaient les 3 clients ou les 3 prospects avec qui déjeuner durant le mois. Et ça, aucune solution SaaS déjà sur étagère n'existait pour lui créer cette fonctionnalité-là. Donc pareil, on part vraiment du besoin et on construit autour de ça et on choisit l'outil en fonction de ça aussi. Et enfin, le dernier avantage, c'est l'autonomie. Grâce à l'accessibilité que ça a, comme c'est plus simple de comprendre en tout cas ce qui a été créé et ce qu'on crée pour nos clients. Derrière, soit les clients reprennent le projet et le font évoluer eux-mêmes, soit s'ils n'ont pas le temps, ils nous le délèguent et on s'en occupe. Mais au moins, ils comprennent derrière comment ça fonctionne et on est vraiment en co-construction avec eux, quoi. Alors là, moi j'y crois pas. J'ai entendu CRM, pilotage de robots, on a parlé de RP quand on a préparé la conférence. J'y crois pas. Vous arrivez à faire tout ça en no-code? Jusqu'où on peut aller en no-code? C'est quoi le niveau de difficulté qu'on peut développer en no-code? Quelle application? Je dirais que tout est réalisable. Il faut avoir la logique de la création de la séquence de programme. À partir de ce moment-là, des blocs peuvent être créés pour toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Donc il n'y a pas, ça va plutôt être sur des spécificités où il faudra peut-être une solution plus classique quand on veut faire quelque chose de plus spécifique et rentrer vraiment dans le détail. Mais sinon, on peut faire une multitude d'applications. Les choses basiques, on peut déjà faire beaucoup de choses basiques.
En tout cas, moi, à mon niveau en robotique. Mais un ERP, une CRM? Vraiment? Qui veut la parole? Un ERP, oui, c'est possible. Un CRM, oui, c'est possible. Je n'irai pas à m'attaquer, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétences, à la blockchain ou à de la vraiment deep tech, mais en tout cas, un CRM, un ERP, comment dire, ça reste des interfaces, des workflows avec des déclencheurs, c'est-à-dire quand il se passe ci, alors il faut faire ça. C'est tout simplement une séquence de choses avec rattaché à un modèle de données, éventuellement des connexions à d'autres outils. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui accessible grâce aux briques no-code, aux outils no-code qui ont été développés en code pour simplifier leur utilisation et la construction finalement de ça. Il y a des outils qui permettent de créer en un seul outil les interfaces, les workflows et la base de données de manière vraiment full stack, entre guillemets. Nicolas, pas du prédictif ou de l'intelligence artificielle quand même sur du no-code? On pourrait, en fait, donc juste par rapport à ça, en fait, moi par rapport au CRM, je pense que ça peut étendre en fait à un CRM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les processus sont très figés en fait dans les CRM. La customisation est très compliquée. Donc l'usage du no-code en plus du CRM, en fait, ça permet à certains utilisateurs finalement d'étendre une fonctionnalité de base en fait à peu de frais rapidement, comme on l'a dit précédemment. Je pense que ça permet aussi de démystifier en fait tout un tas de sujets qui paraissent compliqués comme l'IoT, l'AI, etc. Je vais vous donner un scénario simple. On travaille avec un industriel qui voulait être alerté quand il y a des vibrations en fait sur un chariot qui contient des objets qui potentiellement peuvent être détériorés en fait en cours de fabrication. En fait, donc le no-code, on a créé en fait une solution qui permet en fait de découvrir en fait des devices, de pouvoir découvrir les capteurs qui sont sur ce device, de pouvoir récupérer les données en fait qui sont produites par ces devices. Donc c'est graphiquement, ça prend 3 clics. Et ensuite de définir ce qu'on appelle des data pipelines en fait qui permettent de définir des règles. Donc la règle est aussi simple que la vibration du capteur X dépasse un seuil qui est connu en fait en fonction en appelant un autre système, par exemple. Donc ce genre d'application, on pourrait se dire c'est très compliqué d'aller créer un scénario IoT autour de ce scénario. Et en fait, non, le no-code peut aller jusque là. Pour moi, la limite, en fait, c'est la limite de la valeur que tout ça apporte. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du no-code pour se faire plaisir, mais parce qu'on essaye vraiment de répondre à un problème dans un temps donné et à peu de frais, rapidement, etc. Voilà. Alors, messieurs les clients, c'est surtout à vous que s'adresse cette question-là, mais on entend en tout cas que le no-code, ça permet peut-être aux clients de plus avoir la main sur ce qui est produit, etc. Que ça ne fait pas forcément appel à des compétences de développeurs très poussées. C'est vraiment accessible le no-code? Oui, je vais faire un retour d'expérience. Par exemple, auparavant, lorsque l'on développait un logiciel, un applicatif, on montait des équipes, on mettait 4 développeurs, 5 développeurs, et le projet durait 1 an, 2 ans. Avec le no-code, j'y croyais pas au début. Hein. Personnellement, j'étais sceptique, je suis développeur, je me dis c'est un peu bizarre ce truc où on drag and drop, il doit y avoir des limites. Sauf qu'on a eu un partenaire qui s'y est mis, il s'est collé, et il a développé à peu près la même chose que nous en 3 mois avec le DSI. Donc le DSI, il était un petit peu technique, mais c'est quand même monsieur le DSI qui s'y est collé avec son stagiaire. Au bout de 3 mois, il avait l'équivalent de tout ce qu'on avait fabriqué. J'ai halluciné. Parce que la plateforme, en soi, elle est hébergée, donc il n'y a pas besoin de monter des serveurs, de faire la sécurité ou quoi que ce soit. Et donc, c'est un gain de temps, évidemment d'argent. Et puis, le stagiaire, voilà, il apprend également. Donc, c'est réalisable. Et donc, on a un cas de figure pour une start-up. On n'est pas obligé de passer par du Salesforce, etc. Pour sortir. Enfin, ça coûte cher. Il y a des licences qui coûtent cher si on veut faire du CRM. On a pu mettre en place du no-code, low-code. Juste à partir d'un fichier Excel. À partir de là, comme il y a des centaines de plateformes qui font du no-code, low-code, ce fichier Excel a été aspiré et on s'est retrouvé avec un formulaire du coup de CRM. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il suffit de rajouter quelques workflows, quelques triggers qui disent voilà, lorsqu'il y a un nouveau client, on va lui demander peut-être sa photo, etc. Donc on est capable de programmer très rapidement un CRM. Et pour une start-up, pour une jeune entreprise ou des étudiants, c'est vraiment pratique. Par contre, il y a des questions de coûts en termes de licensing.
voilà, il y a la plateforme que l'on paye. On gagne en temps de développement énormément, enfin c'est un gain phénoménal, 4 personnes multipliées par 1 an, 2 ans. Mais évidemment, il y a un coût, c'est-à-dire on paye le service fourni. En retour client aussi, nous c'est une entreprise de bâtiment. La grosse problématique quand on a une entreprise de bâtiment, c'est qu'entre le commercial qui a vendu quelque chose d'à peu près clair et la personne qui doit produire, l'information qui transite, on la perd et on a pas mal de complexité à ce niveau-là. Je vois quelques sourires de gens qui connaissent la vie du bâtiment. On avait la force de vente qui était déjà habituée à travailler avec des outils type Pipedrive. Et puis la grosse problématique, c'est que grosso modo, c'était le pack office qui nous servait à transiter l'info. Et on a rencontré pas mal de consultants qui voulaient nous développer un système d'info. On nous a chiffré un projet sur 3 ans avec un coût à peu près de 300 000 € de développement. Et grosso modo, à partir du moment où le projet allait être chez nous opérationnel, il était déjà obsolète parce que nos méthodes avaient changé, parce qu'on reste une PME et que tout ça, ça évolue. En rencontrant Francis de chez Allegria, en fait, on a réussi à faire beaucoup plus que ce qu'on imaginait, en personnalisé, en mettant 6 mois et avec un budget qui était 4 à 5 fois inférieur à ce qui nous était annoncé. Donc on a une solution qui est opérationnelle et qui est sur mesure. Et là où on aurait acheté quelque chose sur étagère et on aurait juste eu un coût, même d'un point de vue bilan, en fait on a créé de la valeur pour notre entreprise parce qu'on a une solution qui est sur mesure et qui de toute façon aura de la valeur parce qu'elle nous est propre. Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le numérique maintenant, même s'il y a une époque on entendait parler des AGL, etc. Je suis assez bluffé par ce que j'entends sur le no-code. Vos clients, ils réagissent comment? Parce qu'au début, j'étais un peu sceptique, et puis vous êtes tous des professionnels du no-code, donc en vous écoutant, en préparant la conférence, je me suis dit, bon, il y a quand même peut-être un truc, puisque les professionnels nous disent que ça a l'air super. Ils sont plutôt comme moi un peu sceptiques au début et puis après ils se disent ça vaut le coup quand même de regarder un peu ce qui se passe. Ils sont plutôt enthousiastes en se disant la promesse est énorme, du coup allons-y, c'est super. Comment vous vivez les choses et vos clients réagissent comment? Moi j'ai un exemple d'un client qui est assez frappant, mais je dirais qu'il y a un peu de tout. Ça dépend complètement des personnalités, des expériences et des passés de chacun aussi. Je pense que la preuve par l'expérience, l'empirisme, en fait, ça fonctionne toujours. Et on peut très bien démarrer avec un tout petit projet, parce qu'en fait, le no-code, ça s'adresse à tout type de fonctionnalités, de problématiques, d'enjeux, métiers ou autres. Et en fait, souvent, c'est un peu comme une pelote de laine. On commence à tirer le fil et au fur et à mesure, on se rend compte que ça marche et qu'il y a plein d'autres choses possibles derrière. Donc, je dirais que c'est plutôt comme ça. Et sinon, on a eu aussi un client une fois qui était passé par un développeur qui avait gardé en fait tout le code source de ce qu'il avait développé. Il lui faisait du chantage pour lui donner. Et donc en fait, il avait un peu peur de la technique, du monde du digital. Et donc au début, il a fallu un peu le convaincre pour lui dire non, mais là, tu vas voir, la solution, elle sera à toi et on va pas garder le code source ou autre. Et du coup, en fait, maintenant, maintenant, il est super content quoi, de ça, et ça l'a un peu rassuré par rapport à ce monde-là. Moi, sur ce sujet-là, en fait, ce qu'on voit, c'est beaucoup de scepticisme. C'est-à-dire que des gens qui ont l'habitude, en fait, d'avoir des intégrateurs ou d'autres personnes qui travaillent pour eux, en fait, et qui font le travail, et pas mal d'ignorance en fait sur la capacité soi-même en fait à faire des choses. Donc au début c'est un peu la peur de s'y mettre soi-même parce qu'on pense que c'est réservé à des spécialistes. Et je pense que dès que, comme on disait juste avant, en fait, c'est un peu comme une pelote de laine, dès qu'on commence, on découvre le potentiel et on se dit finalement on n'a pas forcément besoin de ces 6 mois de projet informatique à rallonge avec beaucoup de budget, etc. Et peut-être que je peux faire, peut-être je ne ferai pas 100% de mes besoins, mais je peux peut-être en faire 70 ou 80 moi-même rapidement. Et je pense qu'il y a pas mal de surprises en fait de ce côté-là. Quand les gens arrivent à passer le pas en fait. Donc on a encore beaucoup de clients en fait qui s'y mettent pas parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué ou c'est pas pour eux. D'accord. Et du coup, comment s'aborde un projet no-code par rapport à un projet code? Est-ce que c'est la même chose? Il y a les phases définition du périmètre fonctionnel, spec, implémentation, revue de projet, test. C'est les mêmes phases ou c'est un petit peu différent?
Je dirais que c'est complètement similaire. On a un cahier des charges au début avec les différentes fonctionnalités à développer, les différentes donc fonctionnalités principales, fonctionnalités secondaires. On dresse donc un cahier des charges, on se met d'accord avec le client, il y a des revues de projet, des tests et puis un déploiement qui est fait. Et concrètement, moi je ne vois pas énormément de différence entre ce que je fais aujourd'hui avec du no-code et ce que je faisais avant avec de la programmation classique. Et je laisse du coup mes confrères répondre aussi à la question. Intéressant. Quelqu'un va compléter? Ouais, je confirme. La qualité du produit final, elle est indispensable et c'est clé. Et la qualité, ça passe par une phase de test, de recettage, d'écrire un plan de test aussi en amont et en amont encore de ça, d'effectivement faire un cahier des charges avec le client. En fait, la plus grosse difficulté est un produit no-code. C'est comme un produit en code. Hein. Si le besoin n'a pas été bien établi et bien spécifié en amont, il y a toujours un risque entre la solution livrée au final et ce qui était attendu. Déjà, dans un premier temps, d'en faire trop ou pas assez. Et donc, de définir à la fois des jalons. C'est hyper important de structurer une équipe autour du projet. Donc, nous, on a un équivalent chef de projet qu'on appelle no-code project leader. On a des designers aussi et on a des makers. Le maker, c'est le pendant du développeur. Et les QA testeurs aussi. Tout ce beau monde se rassemble autour du projet. Et parfois, quand il y a des modèles de données très compliqués, on fait monter des data engineers dessus aussi. Donc finalement, les phases d'un projet sont à peu près les mêmes. Et voilà, la phase de cadrage est extrêmement importante. Peut-être. Merci. Peut-être un dernier mot de mon côté également. Donc je confirme que de mon côté également, les processus sont similaires entre du code et du no-code. La grosse différence, on parlait de qualité tout à l'heure, c'est que la qualité, je trouve, je vais faire un focus qualité parce que voilà, je suis responsable qualité. Avec du no-code ou du low-code, je trouve que le code final, le produit final est beaucoup moins buggé. Du coup, parce que c'est la plateforme qui est plus fiable, il n'y a pas besoin de mettre de serveur, de faire ceci et cela. Donc tout a déjà été balisé pour nous. Tandis que là où le développeur à la main, il va coder, il va dire je vais faire le plus bel algorithme que j'ai jamais fait, tac, tac, tac. Et en fait, il va introduire des bugs. Et donc, ça ne veut pas dire que sur le no-code, il n'y a jamais de bug non plus. Parfois, la plateforme, elle est buggée, il y a des petits bugs par-ci, par-là, des limitations. Mais au moins, avec la communauté, on a ces retours, ces feedbacks, et la plateforme s'améliore de jour en jour, toute seule, d'elle-même. Là où, en termes de qualité, on va toquer à la porte du chef de projet qui va dire non, mais le développeur, on doit créer un bug, etc. On le corrige. C'est le développeur qui corrige son propre bug. Là où, par défaut, la plateforme no-code se répare d'elle-même. Je rejoins totalement en fait ce que tu viens de dire. Et en fait, en tant qu'éditeur, le fait d'avoir créé une plateforme de no-code en mode SaaS, ça a quelque part forcé de travailler énormément sur l'expérience utilisateur pour faire en sorte que en fait, l'application que vous déployez va forcément fonctionner. Elle ne va pas forcément répondre à vos attentes en termes de fonctionnalité, etc. Mais en fait, il y a beaucoup moins de phases de debugging, etc. de code. Donc, c'est un compromis. À un moment donné, on ne peut pas tout faire avec le no-code. Les algorithmes sont limités, les fonctionnalités sont plus simples. Mais par contre, quand vous cliquez sur déployer l'application, vous êtes sûr à 100% que ça va fonctionner. Merci. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure de 4 à 6 fois moins de temps pour développer une application en no-code qu'en code, mais ça veut dire que les budgets sont divisés par 4 ou 6 ou comment ça marche? C'est moins cher? Alors, comment ça marche? Ça, il faut demander aux fournisseurs. Je ne sais toujours pas comment ils font, mais nous, à chaque fois qu'on demande quelque chose, on l'a en instantané. Et il y a vraiment cette sensation. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un changement de point de vue sur le monde, et je vais répondre à votre question, mais c'était rigolo parce que tout à l'heure, on discutait avec quelqu'un qui était assis à la table, qu'on ne connaissait pas, et puis, qu'est-ce que vous faites, tout ça, elle lui explique, et puis il dit, ah oui, mais remplacer Excel, pour moi, c'est impossible, dans mon métier. Ils disent tout ça. Non, mais... Et je lui dis, mais c'est marrant parce que nous, c'était notre cahier des charges.
de remplacer Excel en fait et de dire mais juste faut arrêter. Tout le avec monde y ça. vient à remplacer Excel. Et en fait, il y a ce côté très adaptable. Moi, j'ai l'impression de vivre une expérience client avec le no-code que j'ai jamais vécu en achetant des logiciels, et on a acheté plein de logiciels et utilisé plein de logiciels différents. C'est que pour une fois, on est capable d'écouter ce que le client veut et de lui répondre sans que ça prenne 2 ans, etc., etc. Et sans que ça coûte très cher, parce que comme toutes les entreprises, en tout cas comme beaucoup d'entreprises, on a des budgets, on a un PNL et on doit suivre tout ça. Et en fait, en réalité, le budget qu'on avait pour l'application, il était, je peux le dire maintenant qu'on a payé, beaucoup plus gros que la réalité. Parce que cette adaptabilité-là, il y a plein de choses qu'ils auraient peut-être développées de manière standard, qu'ils n'ont pas faites parce qu'on n'en avait pas besoin. Et puis on est allé directement à l'essentiel. Et même quand on fait des évolutions après l'itération, en fait, on va toujours à l'essentiel et à ce dont on a besoin nous, et pas potentiellement une autre entreprise de bâtiment. Et donc, je pense que là-dessus, ils gagnent beaucoup de temps pour le cahier des charges et puis pour développer ce dont il y a besoin, quoi. Alors, ils gagnent du temps. On a vu quand même que ça prenait aussi un peu plus de temps. Peut-être que ça permettait de se concentrer un peu plus sur l'UX et sur le périmètre fonctionnel client. Mais du coup, les budgets concrètement sont divisés par combien par rapport à une démarche code ? Moi, je peux répondre pour la partie dans laquelle j'évolue, qui est la robotique. C'est-à-dire qu'en robotique, aujourd'hui, quand on pose un bras robot, c'est rare quand on touche au programme. Donc nous, on va plutôt parler des budgets sur le cycle de vie entier de la machine. Aujourd'hui, nous, on a des cas d'usage où, par exemple, des clients ont tout un tas de petites séries. Et donc, ils vont regrouper ces petites séries pour en créer une grande, et ils vont reprogrammer le robot à chaque changement de produit. Et donc, ce qui veut dire que les produits qui avant n'étaient pas produits de façon automatique sont maintenant automatisés plus facilement, et il y a une machine qui gère plusieurs productions. Donc, je ne sais pas ce que ça peut, par combien ça divise le budget initial, mais en tout cas, il y a une ROI qui est intéressante pour le client. Allô ? Ouais, c'est bon. Oui, de mon côté, j'ai un exemple également de retour d'expérience. Pour un projet particulier d'Internet des objets connectés, pour connecter des objets divers et variés que je ne peux pas citer, on a eu un premier chiffrage à peu près à 100 000 € de projet, environ 6 mois de travail, et un deuxième chiffrage en no-code, low-code, avec une plateforme toute faite, en gros en presse-bouton. On était dans les 30 000 € avec des temps beaucoup plus courts. C'est-à-dire on appuie sur le bouton, on a eu les démos, en 5 minutes la plateforme était créée. Après, le temps que l'on passait, c'était du temps d'itération pour comprendre le besoin, et on a les fonctionnalités livrées rapidement. Certes, le coût est beaucoup moindre, on avait beaucoup de limitations en termes de fonctionnalités, on n'a pas eu 100% de notre besoin couvert, contrairement aux 100 000 €, mais au moins on était itératif. Et le peu de choses que l'on avait, on pouvait l'utiliser déjà. Donc avec un budget plus petit, on avait déjà quelque chose. Et puis après, on garde le budget. Si on avait budgété 100 000 €, il nous reste de la marge pour faire une deuxième itération, peut-être 10 000 €. Donc c'est une question d'agilité en fait. On arrive à cette agilité et à chaque itération, on peut avoir un objet livrable et du coup aller en production, gagner de l'argent grâce à ça. Donc c'est une approche différente à ce niveau-là. Autant sur la gestion de projet, je trouve que c'est classique, on fait le même processus de qualité, mais dans la façon de livrer le produit, la qualité du produit est bien différente, elle est découpée, à mon sens. Oui, je vous rejoins complètement. Je dirais que c'est quand même par rapport au temps passé, et comme le temps passé est moins long, forcément c'est moins cher. Et l'autre sujet qui fait que c'est moins cher aussi, c'est le coût de la main-d'œuvre, en fait, le coût des makers. Un maker à l'achat revient moins cher qu'un développeur, parce que se former en tant que maker, ça prend entre 3 et 6 mois, quand c'est plutôt 3 à 5 ans pour un développeur. Donc en fait, ces deux facteurs font que c'est moins cher. Et après, nous, on se base assez sur le budget des clients et qu'est-ce que le client souhaite comme fonctionnalité. Et l'idée, c'est effectivement d'être itératif, de scoper un premier périmètre et de définir
tout ce que le client souhaiterait et de se dire, OK, dans ce budget-là, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer, quelles sont les fonctionnalités clés qui créeront le plus de valeur pour eux. Et à partir de là, on va vraiment un petit peu débroussailler et définir les priorités à faire pour ça, en sachant que c'est évolutif. Et donc, on pourra toujours rajouter des couches supplémentaires, des fonctionnalités supplémentaires sur ces outils, sur ces produits. Peut-être juste pour donner une couleur, pour finir là-dessus, en fait, une autre idée aussi, c'est de faciliter l'innovation en fait, chez nos clients. Donc l'innovation n'a pas forcément de budget en fait, associé. Quand vous allez expérimenter une nouvelle idée, le fait d'être capable de tester le marché ou de tester votre idée en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ça permet aussi peut-être de trouver des budgets en fait, qui n'étaient pas là au départ et que vous n'auriez jamais eu ce budget. Donc le budget ne se divise pas, mais il s'obtient en fait, peut-être grâce à cette approche de prototypage rapide. Alors, juste pour pas donner une fausse impression à nos auditeurs, hein, parce que là, si je résume, on fait les choses plus vite, on fait des choses très poussées, on les fait moins cher, peut-être avec une qualité différente, un niveau de qualité différente. C'est quoi les points critiques qu'il faut garder en tête quand même dans un projet no-code? Vous avez parlé par exemple de petits bugs qu'il peut y avoir dans les plateformes dans les AGL, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir en tête sur un projet no-code et qui peut poser un problème? Moi, je dirais qu'il y a un peu la checklist des choses à vérifier avant de se lancer. Même dans la phase de cadrage, c'est comment est-ce qu'on imagine la solution dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Comment est-ce qu'on veut la voir évoluer? Et est-ce que pour le produit, on va dire dans 1 an, est-ce qu'on gardera la même stack technique ou pas déjà? Et il y a des sujets de data, de sécurité, de design. Et je dirais un des points vraiment hyper importants, c'est est-ce qu'il y a un historique de données, une migration de données à prévoir, quel est le volume de données qui va transiter, et pareil, parce que le choix de l'outil se fera aussi en fonction de ça. Il y a des outils qui sont très bien, où on peut aller très vite, mais qui sont limités à 10 000 entrées dans la base de données. Donc il faut vraiment se pencher avant, le plus tôt possible, sur, en termes de données, qu'est-ce qu'on aura en termes éventuellement peut-être d'automatisation, qu'est-ce qu'on veut automatiser, et d'imaginer le plus tôt possible tout ce qu'on souhaiterait pour mieux définir ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on dépasse les 10 000? Ça bloque? Ou ça coûte plus cher? Ça dépend des outils. Ça peut bloquer? Ça dépend des outils. Ah oui, y en a, bon, ça ne va pas bloquer, mais c'est juste qu'on va avoir des alertes qui vont nous dire attention. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre ça en compte et de connaître les limites de chacun des outils. Comme il y en a plus de 600, ils sont tous différents, ils ont tous des limites différentes. Donc voilà pourquoi il faut vraiment se renseigner sur l'outil avant de l'utiliser. Votre rôle de conseil, enfin la partie conseil en tant qu'expert, chacun dans vos métiers respectifs, elle est cruciale du coup. Oui, je rejoins Christelle. Effectivement, il faut bien anticiper le besoin, puisque, par exemple, si on se lance, on se dit, tiens, c'est un petit projet, on va coder au petit bonheur la chance en low-code, no-code. Et après, au bout d'1 an, 2 ans, on se dit, ah ben mince, on rajoute 1 verrue, 2 verrues, 3 verrues. En fait, il faut avoir la vision globale dès le départ. On a réalisé une solution de dématérialisation de documents. Si on n'anticipe pas dès le départ la masse, le volume de documents, on parlait des limitations, le coût de stockage de ces documents, etc., ben on va coder au petit bonheur la chance, on greffe 1 verrue et après on sera bloqué. Donc anticiper dès le départ, on a retrouvé et on a pu activer des patterns de développement malgré le fait d'utiliser des outils no-code, low-code. Donc c'est-à-dire que, comme ça reste malgré tout du développement, c'est pas mal d'organiser son code, enfin son no-code, de façon à ce qu'il soit maintenable. Et il faut penser à la succession, c'est-à-dire ben voilà, aujourd'hui le turnover, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le développeur A qui est là, mais peut-être dans 2 ans ça sera quelqu'un d'autre. Donc il faut préparer le travail de la succession également. Donc vraiment anticiper, c'est la clé pour réussir. Deux petites questions rapides, Nicolas. Alors le no-code, c'est la fin des ESN, des SS2I? Ah non, je pense pas du tout. Je pense que c'est de toute façon à la fois le no-code, il doit être prescrit en fait par l'IT, parce que
à un moment donné, à la fois je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais à la fois je suis un peu en opposition aussi. Si on a une vision à 5 ans ou 10 ans d'une application de low-code, à un moment donné, on va peut-être pouvoir prévoir un budget IT pour ça et avoir... après, ça dépend du contrôle en fait, que vous voulez avoir sur l'application, sur les données, sur les aspects sécurité, etc., GDPR, RGPD et autres. Donc à un moment donné, je pense que les ESN ont toujours l'idée de pouvoir prescrire en fait le no-code en fait à la fois pour un certain périmètre d'application et puis aussi le no-code il a le droit de se connecter au SI aussi hein, et donc il a le droit d'interagir avec des API, avec des systèmes de master data ou des choses comme ça. Donc nous c'est un peu comme ça qu'on voit le no-code chez TIBCO, c'est au service en fait des usages un peu plus larges et donc on voit le no-code plus comme une extension d'un système existant. Plutôt que de la recréation, en fait, le no-code ne va pas remplacer une application globale. Donc on voit que les ESN vont continuer à pouvoir à la fois prescrire et faire cohabiter du low-code avec le reste de l'écosystème informatique. Et Christelle, si dans l'entreprise, toutes les divisions métiers commencent à coder des petites applications en no-code, c'est le cauchemar de la DSI ou pas? Est-ce que le cauchemar de la DSI, ce serait pas Shadow IT? Oui. Parce que le problème dans pas mal de DSI, c'est que justement, les règles sont tellement strictes que les métiers, les fonctions support, RH, communication, marketing, financière, vont essayer de contourner la legacy finalement pour utiliser leurs propres outils qu'ils ont trouvés sur Internet, qui peuvent être très bien. Mais c'est là qu'il peut y avoir des failles de sécurité justement. Donc le dialogue avec les DSI, il est hyper important. Nous, on n'oppose jamais code et no-code. Pour nous, ça va ensemble. Les développeurs continueront de développer ou bien se mettront au no-code. Mais c'est hyper important de garder le dialogue ouvert et de leur faire comprendre, et il y en a pour qui c'est le cas, que justement c'est une opportunité de pouvoir évoluer aussi et d'éviter aussi le shadow IT. Et juste pour compléter, je pense que ce que ça permet, parce que là on est dans un salon d'experts avec des experts de la tech, du digital, de toutes ces choses-là, mais en fait c'est surtout une solution qui va permettre d'évangéliser très vite la question du digital et cette révolution numérique dans toutes les entreprises, y compris des boîtes de bâtiments qui aujourd'hui sont très très loin de toutes les solutions digitales qui existent et n'ont pas forcément accès aux logiciels et autres, en tout cas de manière beaucoup plus compliquée par rapport à leur réalité métier, quoi. Alors peut-être que dans la salle, il y a des professionnels qui se disent mais ça a l'air super ce truc, moi j'aimerais bien réfléchir à ce qu'on peut faire sur une application no-code chez nous, mais moi dans mon entreprise, en ce moment, encore plus qu'avant, on nous embête avec la cybersécurité parce que la période Covid fait que les entreprises, les PME ont beaucoup été attaquées. Est-ce que ces technos sont safe, sont secures en termes de cybersécurité ? Je dirais que ça dépend des outils, déjà premièrement. Ça dépend de comment est-ce qu'ils ont été construits. Il y a un outil qu'on utilise, avec qui on est partenaire, qui s'appelle Uncork. Je ne sais pas si vous connaissez, mais eux, en fait, ils ont déjà été implémentés dans notamment la finance et les assurances. Dans des grands groupes où ils ont 50 pages de legacy. Et ils ont construit leur outil pour correspondre à toutes les normes de sécurité. Donc déjà, je dirais que ça dépend de l'outil. Et après, ça dépend de comment est-ce qu'on est venu développer en quelque sorte dans cet outil. Est-ce qu'on a laissé des failles de sécurité ou pas en tant qu'humain et que créateur. Nicolas, peut-être un complément oui, sur je cette dirais question deux choses. En fait, le premier, c'est qu'en tant qu'éditeur, la sécurité, c'est la fonctionnalité numéro 1 en fait, quand on crée des logiciels. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit certains de nos clients en fait, qui passent de solutions on-premise en fait, qui se font hacker et qui accélèrent leur move to cloud. En fait. Donc, ces solutions SaaS, en particulier celles de TIBCO, on s'appuie sur les infrastructures des grands éditeurs cloud, dont la sécurité en fait, est la problématique numéro 1. Donc il y a beaucoup moins de risques en fait, à utiliser des solutions SaaS qui utilisent les best practices de sécurité du marché et des grands acteurs cloud, plutôt que de se faire hacker son site, ce qui peut arriver encore de nos jours. D'accord, merci. Oui, allez-y.
je rejoins mon confrère. Effectivement, donc, on va s'appuyer sur des solutions de cloud de grands acteurs. Hein. Par exemple, certains disposent de 4000 experts dans le monde en termes de cybersécurité. Évidemment, nous, par exemple, si on est une petite PME, on ne peut pas se payer tous ces experts-là. Donc on prend une solution, entre guillemets, as a service. Derrière, il y a tous ces acteurs-là qui sont opérationnels. On fait notre petit drag and drop et la solution est super sécurisée, même dans le médical. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'éditeur, donc côté R&D, quand on utilise des infrastructures de ces grands acteurs cloud, on se fait, entre guillemets, harceler quasiment tous les jours en fait, par ces 4000 experts en fait, qui nous disent attention, est-ce que là, vous n'avez pas une faille de sécurité ou là et là. Donc on bénéficie énormément de l'aide en fait, de tous ces grands acteurs pour la construction et la solidification en fait, de nos solutions. Merci beaucoup. Alors j'ai gardé une dernière question pour la fin. C'est les femmes dans le numérique, et j'ai demandé à Christelle si je pouvais lui poser la question avant de lui poser, parce qu'un mec qui pose ce genre de questions, c'est toujours traiter le sujet un peu de manière bizarre. Il se trouve que moi j'ai dirigé un éditeur de logiciels, mon meilleur des développeurs était une femme. Je crois qu'on est passé de 4% à 6% ou peut-être 8% max des femmes dans le numérique, notamment dans les équipes de dev. Alors là j'ai la chance, puisque on a une femme qui a créé une société, qui est cofondatrice d'une société, co-dirigeante d'une société, qui pilote une équipe de dev, enfin de nos codeurs. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles que ça pourrait intéresser, qui se diraient peut-être que moi j'y arriverai pas? Si tu as un témoignage, je suis preneur. Ça c'est un gros sujet, et moi j'ai eu la chance de baigner dans le digital depuis que je suis toute petite, et mon premier site web je l'ai fait quand j'avais 11 ans en HTML et en CSS à l'époque, et en fait il y a aucune différence de compétences entre un homme et une femme. Je pense qu'il y a besoin de plus d'accompagnement pour les femmes, pour qu'elles se disent mais en fait je suis capable, je peux le faire. Et ça c'est un gros problème, c'est l'autocensure et comme on en parle beaucoup, le syndrome de l'imposteur. Beaucoup de femmes, que ce soit même dans les métiers même du management ou du top management ou pour diriger, on se dit qu'on n'est pas capable. Le no-code, je pense que c'est une porte d'entrée aussi de l'accessibilité pour les femmes dans le numérique, et c'est un moyen hyper porteur de leur dire c'est possible. Grâce au fait que ce soit plus accessible. Bien sûr, les femmes peuvent être développeuses aussi, mais c'est une porte d'entrée, on va dire, pour justement se dire que oui, je peux être maker, je peux travailler dans la tech, je peux avoir des fonctions de management aussi, quoi. Merci beaucoup. Mais écoutez, merci pour cette conférence, pour vos témoignages. Moi, à titre personnel, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer et à animer cette conférence avec vous sur ce sujet qui est vraiment très intéressant. Je vais vous demander d'applaudir nos intervenants. Merci beaucoup et bon salon, bonne fin de salon.